C'est rendu une tradition les jeudis. On reçoit Benoît Lapierre, notre politologue, pour notre chronique Actualité internationale. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. Alors Benoît, cette semaine, tu voulais nous parler un peu de l'Arctique. Tu veux nous donner froid, là? Oui, bien c'est ça. C'est justement, on est en plein dans les élections et c'est sûrement un des seuls dossiers internationaux qui risque d'être débattu lors de la campagne. Il y a ça, il y a aussi des relations avec les États-Unis, mais sinon, il y a peu d'enjeux internationaux qui se retrouvent justement lors des débats des chefs. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, surtout en raison des changements climatiques. Oui, effectivement, plus que la banquise fond, plus qu'on commence à en parler. C'est un sujet relativement récent dans le débat public. Si on se rappelle encore, il y a juste 20 ans, l'Arctique, c'était pas une donnée qui était vraiment étudiée par les politiciens. Maintenant, ça l'est de plus en plus, notamment à cause de l'ouverture du passage du nord-ouest et du nord-est, qui est ouvert plusieurs mois par année maintenant. Et cela donne l'accès à plusieurs ressources nouvelles qu'on n'avait pas accès auparavant. Et justement, c'est quoi les ressources qui sont accessibles maintenant? Depuis le milieu du 20e siècle, le Canada et la Russie exploitent des gisements miniers, aussi des gisements d'hydrocarbures. Pendant la période soviétique, les Russes ont fait d'immenses investissements dans la région de Yalta pour exploiter du pétrole, justement à cause du recul de la banquise. On estime qu'il y a environ 30% des réserves mondiales de gaz et de pétrole dans la région arctique. Et aussi, ça c'est plus par rapport au côté russe, il y a aussi des immenses zones de pêche qui seront bientôt libres d'accès à cause du recul de la banquise. Au Canada, c'est un petit peu moins le cas, il y a moins de zones de pêche dans notre coin. Mais aussi, une autre chose qui est importante, c'est qu'il y aura des nouvelles routes maritimes qui sont en train de se faire libérer. Juste pour vous donner une idée, la route du Nord-Ouest, c'est une économie d'environ 7000 km, 14 jours de transport de moins pour un trajet qui passe de l'Atlantique Nord vers le Pacifique via le canal de Panama. Donc, on sauve beaucoup de temps et beaucoup d'argent si cette ligne de transport-là est ouverte à l'année. Est-ce qu'il y a une organisation internationale qui gère l'Arctique? Est-ce que c'est l'ONU? En fin de compte, il y en a deux organisations internationales qui s'occupent vraiment de gérer l'Arctique. Il y a, premièrement, le Conseil de l'Arctique. Eux, ils s'occupent plus des enjeux environnementaux et du développement durable dans ce coin-là. Il y a 8 pays permanents, dont le Canada, les États-Unis, la Russie, bref, tous les pays qui sont dans le cercle polaire ou qui sont proches. Et ensuite de ça, une chose qui est importante avec cette organisation-là, c'est qu'il y a aussi des associations autochtones qui sont membres et justement qui peuvent donner leur point de vue par rapport au développement de l'Arctique. Ensuite, il y a encore des organisations internationales et non gouvernementales qui font partie de ce groupe-là. Mais du côté du droit international et économique, c'est vraiment l'ONU qui s'occupe de la région, notamment via la Convention du droit de la mer. Le droit de la mer, c'est le deal international que les pays se sont donnés pour décider environ les eaux, les territoires de chacun des pays, jusqu'où qui vont loin à partir de la côte. Pour vous donner une idée, la zone la plus longue pour la zone économique, pour vous donner une idée, la zone la plus longue qui est négociée lors de la Convention du droit de la mer, c'est la zone économique exclusive. C'est une zone qui s'étend de 200 000 marins, environ 370 km, qui passe de la côte jusqu'en plein milieu de la mer, mais avec certaines données, les pays peuvent augmenter cette limite-là de 150 000 marins supplémentaires s'ils donnent la preuve que le plateau continental continue en dessous de la mer. En fin de compte, c'est si on se rend compte que le sous-sol marin, c'est l'extension d'une plaque tectonique, le pays peut aller chercher jusqu'à 150 000 marins supplémentaires. Est-ce que les pays avaient une date limite pour soumettre leur dossier? Oui, justement, c'est lorsque le traité a été signé, chacun des pays qui avait des revendications avait 10 ans pour monter leur dossier, trouver des preuves scientifiques qui avançaient leur thèse. C'est sûrement l'une des dernières fois dans l'histoire de l'homme qu'il y a des pays qui pouvaient agrandir, c'est sûrement l'une des dernières fois de l'histoire de l'homme que certains pays pouvaient considérablement augmenter leurs frontières sans avoir de guerre, et c'était justement au début du millénaire que ça se faisait. Nous, dans le cas du Canada, on avait signé le traité en 2003, donc on avait jusqu'en 2013 pour monter notre dossier pour essayer d'aller revendiquer des zones économiques exclusives au Canada. On a envoyé donc notre dossier et on réclame environ 1,2 million de kilomètres carrés supplémentaires. Une chose qui est importante à savoir, c'est que là-dedans, la Russie a été particulièrement active dans le dossier
peut-être qu'il y en a qui vont se souvenir, il y a environ une dizaine d'années, il y avait un sous-marin russe qui avait été planté, un drapeau en plein milieu du pôle Nord, dans l'eau. Et c'était pas juste pour mettre un drapeau, c'était aussi pour aller chercher des échantillons pour essayer de justement prouver que le sous-sol du pôle Nord, c'était en fin de compte le prolongement du continent asiatique. C'est vrai que l'autre grand pays nordique, c'est la Russie. Oui, c'est un des pays qui est vraiment très actif dans le Nord. Juste pour vous donner une idée, les Russes avaient déjà une stratégie pour occuper le Grand Nord dès les années 1850. Ils ont construit plusieurs villes, même dans ce temps-là. Et maintenant, on se retrouve, justement 150 ans plus tard, avec plusieurs villes de plus de 50 000 habitants qui sont au-dessus du cercle polaire. Notamment, il y a la ville de Mourmansk, qui est quand même une ville de 300 000 habitants et qui abrite l'une des plus importantes flottes russes, la flotte du Nord, qui est divisée en plusieurs ports différents. Et chacun de ces ports-là a plus d'effectifs que toute l'armée canadienne réunie, côté bateaux et sous-marins. Là-dessus, en plus, on peut ajouter que le pays a quand même une vingtaine de brise-glaces assez puissants pour casser les glaces de l'Arctique qui sont encore très dures. Tandis que le Canada, là-dessus, on a quand même des... Bon, ça, ce bout-là, c'est moins bon. Fait qu'avec la flotte du Nord, plus le Canada, après son coupe. OK. Là, c'est là que je mettrais la question? Oui. OK. Est-ce qu'on a des différents territoriaux avec la Russie? Non, avec la Russie, on est chanceux. Là-dessus, on se pile pas trop sur les pieds. Cependant, le Canada a des différents territoriaux avec les États-Unis et le Danemark. Et juste pour vous donner un exemple, les États-Unis... Non, on a été chanceux là-dessus. Avec la Russie, on se pile pas trop ses pieds. Cependant, on a quand même des différents territoriaux avec les États-Unis et le Danemark. Pour vous donner une idée, nous, qu'est-ce qu'on revendique comme territoire? C'est qu'on prend la frontière avec le Pacifique, avec l'Atlantique, on fait une pointe de tarte jusqu'au pôle Nord. C'est environ le territoire qu'on revendique. Là-dessus, il y a les États-Unis qui revendiquent des droits de pêche dans la région du Beaufort. Ça, c'est la région où l'Alaska et le Yukon se rejoignent. Et justement, les États-Unis ont fait une coupe d'expéditions pour essayer de trouver des éléments qui montreraient que le plateau continental dans la mer de Beaufort serait une excroissance de la péninsule de l'Alaska et pas une excroissance du Yukon. Et avec le Danemark? Avec le Danemark, c'est l'île de Hans qui se situe à mi-chemin entre l'île de Mesmer et le Groenland. C'est vraiment sur la ligne et c'est encore un différent c'est encore une place que ça n'a pas été attribué. Le Danemark a planté plusieurs drapeaux au cours des dernières années. La dernière fois, c'était en 2008. Il y a un petit bateau danois qui arrive, qui plante un drapeau, qui demande sa souveraineté. Et à chaque fois, le Canada s'indigne de la situation. Cependant, le Canada, là-dessus, on est peu présent démographiquement et militairement dans la région. On le sait, mettons, si on prend juste comme un exemple, Iqaluit, la capitale du Nunavut, c'est une petite ville de 5 000 habitants, 7 000 habitants. Donc, c'est peu comparativement à d'autres pays dans le Nord qui ont des grosses villes. Et un des problèmes qu'on a au Canada, c'est qu'on n'a pas de brise-glace capable de briser les glaces à l'année au pôle Nord. Pour remédier à la situation, le gouvernement Trudeau a acheté 3 vieux brise-glaces usagés à la Norvège et on est en train de les retaper. On en a déjà un qui est en service. Les 2 autres devraient arriver cette année et en 2020. Donc, on va se tenir informé avec toi lorsque les chefs de parti parleront des enjeux de l'Arctique. J'imagine qu'on va en reparler dans les prochaines semaines. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.